NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutenspark, artiste et consultant NFT. Oui, aujourd'hui, nous recevons Thibaut Boutroux, qui est cofondateur et CEO de Just Mining. Alors, Just Mining, c'est une plateforme d'investissement crypto à destination des particuliers et des entreprises, bien sûr. Et alors, Thibaut fait partie de la garde rapprochée d'Owen Simonin, plus connu sous le nom de Asher qu'on a reçu dans un épisode ici. Et Thibaut est là depuis le début de l'aventure Just Mining. Thibaut va nous expliquer comment les entreprises peuvent placer leur trésorerie dans de la crypto de manière sécurisée et optimale chez Just Mining. Ok, il va nous expliquer tout ça, mais avant ça, il va expliquer à nos auditeurs qui il est, ce qu'il fait et comment il est arrivé là. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir, enfin. Merci d'être venu jusque Metz parce qu'aujourd'hui on est dans nos locaux. Donc moi Thibaut Boutroux, je suis effectivement l'un des cofondateurs de Just Mining et plus globalement de tout l'écosystème qui gravite effectivement autour d'Owen comme tu l'as dit. Donc une société spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies sous l'angle un peu plus investissement, ça c'est la partie visible de l'iceberg, et il y a toute une dimension tech qu'on abordera certainement après. Super. Peut-être que tu peux expliquer vraiment en détail ce que fait Just Mining, parce que je pense qu'il y a confusion entre ce qu'on croit et ce qui est réellement. Oui, parce qu'il y a le mot mining dans Just Mining. En fait, la confusion, elle est de notre faute pour le coup, parce que notre métier a beaucoup évolué. Donc là, Just Mining va fêter ses 5 ans. Donc c'est une boîte qui commence à avoir un petit peu d'existence dans l'écosystème. Un business model qui a considérablement évolué depuis sa création. Au début, on était vraiment focalisé effectivement sur le mining avec l'objectif de rendre les machines de minage accessible à tous. Donc ça, c'était le pari qu'on a pris en fin 2016, début 2017. Et avec l'évolution du marché, nous, on s'est adapté avec les compétences, comment on a appréhendé aussi ce marché et ses évolutions. Et aujourd'hui, donc du minage, on en fait moins, pour ne pas dire plus. Et on fait vraiment plus du on-chain avec du stacking, des masternodes, de la DeFi. Oula. Et on y reviendra. Mais globalement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on propose des solutions d'investissement aux particuliers, aux professionnels, en le rendant très simple d'accès avec une interface qui va ressembler à celle d'une néobanque. Et derrière, nous, la vraie plus-value et notre vraie expertise, c'est que on garde toute la maîtrise technique de ce qu'on va proposer à nos clients. C'est-à-dire que derrière, on a beaucoup d'effectifs tech qui vont travailler dans le dur de la blockchain et qui vont nous permettre de sortir ces rendements-là. Oui, tu as cité des mots techniques qui appartiennent au monde dit de la finance décentralisée. Pour faire simple, c'est une façon d'optimiser ces tokens et d'avoir un rendement sur ces investissements crypto. C'est ça. Et justement, notre rôle va être de sortir de ce jargon technique et de mettre entre les mains des pros qui veulent diversifier leur trésorerie, des particuliers qui veulent s'essayer à la blockchain, sans qu'ils aient besoin d'avoir tous ces codes, toutes ces appellations techniques, parce qu'on va leur simplifier, leur mettre avec les codes qu'ils ont l'habitude de voir et leur faire respirer à travers une plateforme et des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ok, mais pour ne pas que nos auditeurs nous plantent là, tout de suite, on va partir d'un exemple très concret. Je suis une entreprise, je viens vous voir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que tu viens faire quand tu viens nous voir. Ça, c'est la première étape, parce qu'aujourd'hui, investir dans les cryptos, ça veut dire plein de choses différentes. La première étape, ça va être de comprendre c'est quoi votre profil, qu'est-ce que tu viens chercher derrière cet investissement. Généralement, sur des entreprises, c'est plus de la diversification de trésorerie, et on va plutôt être sur des placements entre guillemets safe. On va pas aller sur de la haute exposition, mais il y a d'abord toute cette partie découverte pour bien qualifier l'interlocuteur que tu as en face de toi, l'éduquer et lui faire aussi prendre conscience, parce que ça, c'est très important, des risques qu'il va prendre en allant dans cette direction. Ça, c'est vraiment le point clé. Ok, donc ça veut dire que tu as plein de clients aujourd'hui qui ont de l'argent, donc des entreprises qui viennent vous voir, qui ont de l'argent à placer, mais qui ne savent pas vraiment, qui n'ont pas identifié leurs besoins, si ce n'est qu'ils veulent faire du placement. Et donc vous les accompagnez dans la réflexion. C'est ça, tu as les deux profils. Tu as des entreprises qui sont déjà bien éduquées, bien avancées sur la réflexion. Tu en as d'autres qui ont entendu parler, qui voient des grosses boîtes. On en parlait juste avant, Elon Musk qui place la trésorerie. Oui, juste parenthèse, tu as raison, au mois de mars de l'année dernière, Elon Musk a fait une déclaration fracassante. Il a dit: je vais placer $1,5 milliard de la trésorerie de Tesla en Bitcoin. C'est ça. Et alors nous, les professionnels, c'est un marché qui
qui est très récent aussi, parce que les professionnels peuvent investir leur trésorerie aujourd'hui parce que la réglementation le permet. C'était pas le cas il y a quelques temps. Donc nous, quand on a commencé originellement, on pouvait traiter qu'avec des particuliers. Les professionnels ne sont que très récemment arrivés sur le marché. Alors au départ, c'est des PME, des TPE qui arrivaient parce qu'ils avaient un gérant qui avait déjà une appétence crypto, qui avait déjà investi en perso et qui du coup répliquait ça sur son entreprise. Et maintenant, de plus en plus, on commence à avoir des grands groupes, on a des directeurs financiers qui viennent nous voir, qui comprennent, qui posent des questions. Ok, comptablement, comment ça se passe, fiscalement, comment ça se passe. Et nous, du coup, naturellement, on fait tout ce processus d'éducation et on leur propose des solutions qui sont vraiment plug and play pour qu'ils puissent se diversifier tranquillement sans avoir à se prendre la tête avec toutes les questions techniques. Ok, mais c'est vous qui gérez les investissements, c'est pas eux? Bien sûr, c'est nous qui gérons les investissements. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle le custody, donc c'est-à-dire de gérer les fonds pour le compte de tiers. On peut aussi proposer des solutions en marque blanche ou en laissant la main au portefeuille d'utilisateur. Bon, là, c'est sur des sociétés qui sont déjà beaucoup plus avancées sur la réflexion et sur le plan technique. Et derrière, on va piloter tout l'investissement. On a des contrats de mandat qui nous permettent de prendre les positions pour le compte des clients, etc. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu dis. Tu as parlé de réglementation, donc moi j'apprends ça en fait, cette réglementation, parce qu'on ne parle que de ça, hein. Même la semaine. C'est un gros sujet en ce moment parce que là, il est en train de se passer des choses au niveau européen, donc c'est vrai qu'on est dans le cœur du sujet. Donc juste pour être clair, donc on parle d'entreprises françaises qui ont francophones plus largement. Aujourd'hui, nous on traite naturellement, puis en plus notre position AMS fait qu'on a naturellement le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, donc francophone de manière générale. Donc tu dis, et ça c'est très important, tu dis que les entreprises ont le droit absolument d'investir en crypto leur trésorerie par exemple, et ça, dans le bilan ça apparaît, il y a un endroit pour ça, etc. Il y a une double compta du coup. Il n'y a pas forcément une double compta, ça s'intègre bien aujourd'hui dans les bilans. C'est la partie comptable, c'est la partie qui est encore à bien définir, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de l'interprétation, il n'y a pas de littérature bien écrite. On est justement en train de travailler ça. On a un directeur financier qui a 30 ans d'expérience de DAF derrière lui, qui a bossé dans des dizaines de pays et qui justement lui est arrivé là avec toute cette expérience et qui se régale, parce que c'est la première fois que j'arrive sur un écosystème où la compta est à inventer. C'est absolument passionnant. Donc on travaille avec des membres du Big Four, avec l'autorité des normes comptable pour justement dessiner ça avec Bercy, pour faire des propositions et essayer d'arrêter une interprétation. Donc, mais aujourd'hui en tout cas il n'y a rien qui interdit une entreprise de le faire, et je vais même aller plus loin, et c'est même pas forcément pour prêcher ma paroisse, mais je recommande aujourd'hui aux entreprises qui ont des excédents de trésorerie de se diversifier en crypto, parce que dans le contexte qu'on est actuellement, c'est nécessaire de faire de la diversification et de voir donc les entreprises qui ont un petit peu de cash, qui peuvent se le permettre, qui ont de la trésorerie dormante. Aujourd'hui on peut aller chercher des performances beaucoup plus intéressante sur de la crypto et avoir juste du stablecoin, donc des cryptos qui sont indexés à des valeurs stables, où là on peut aller chercher du rendement entre 8 et 10%. C'est assez dingue par rapport à ce qu'on peut trouver sur la finance traditionnelle, et même avoir un petit peu de bitcoin, un petit peu d'ether juste sur du long terme. Aujourd'hui c'est presque recommandé. Ça c'est très intéressant, parce que tu parles des stablecoins, les gens oublient ou ne savent pas. Peut-être que vous pouvez expliquer. Oui, on peut expliquer. C'est une crypto-monnaie, un stablecoin, par définition qui est stable, c'est-à-dire que une crypto-monnaie égale $1. Donc, alors pas forcément $1, mais aujourd'hui effectivement la plupart des stablecoins travaillent sur l'heure, mais c'est un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est indexée à une valeur stable. Alors ça peut être du dollar, ça peut être de l'euro, ça peut être du livre, ça peut être d'autres actifs, ça peut être de l'or, ça peut être le cours du pétrole, ça peut être un peu n'importe quoi, mais en tout cas c'est indexé à une valeur. C'est ça. Et donc pour expliquer aux gens, ça veut dire qu'on peut investir en crypto-monnaie sans la volatilité du fameux Bitcoin, Ethereum, etc. Ok, donc en tant qu'entreprise, je ne peux pas prendre le risque d'investir sur une monnaie trop volatile, et donc là vous offrez une sécurité. En fait, en tant qu'entreprise, tu as toi la responsabilité de faire un petit peu ta matrice de risque. Quand tu es entrepreneur, quand tu es une entreprise aujourd'hui, quand tu vas faire un investissement, tu dois mesurer c'est quoi les opportunités, c'est quoi les risques dans n'importe quelle condition, que ce soit un investissement financier, un recrutement, n'importe quoi. Là en fait il faut que tu l'appréhendes de la même manière. C'est pas parce que c'est de la crypto que ça doit s'appréhender différemment. Tu dois prendre ta même base de calcul. Alors tu vas peut-être pas te comprendre, mais tu prends ta même base de calcul. C'est quoi les opportunités, pourquoi j'ai intérêt à y aller, c'est quoi les risques que j'ai en face. Ok, par rapport à ce ratio opportunité-risque, combien je peux me permettre de mettre, est-ce que je peux y aller ou pas. Une fois que tu as défini ça, tu viens voir des entreprises comme la nôtre, nous on va travailler, par rapport à tout ça, tu as une enveloppe de 200 000 euros, peut-être que par rapport au discours que tu nous tiens, c'est pas déconnant d'avoir 70% stable et 30% sur lequel on peut peut-être aller chercher un petit peu plus de risque. Ça c'est vraiment propre à chaque client, et c'est pour ça que ce boulot de découverte en amont, il est capital, parce que c'est ça qui te permet de faire une bonne diversification. Il y a plein de gens qui viennent me voir me dire c'est quoi le meilleur placement. Il n'y a pas de meilleur placement. En fait, en fonction du profil que j'ai en face, le meilleur placement, ça va être un placement qui est différent.
Ok. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est donc Just Mining, vous faites de l'investissement en crypto pour les entreprises et les particuliers, mais vous ne faites pas que ça. Vous construisez le cadre légal, vous aidez à la construction du cadre légal, vous participez au débat, c'est ça ? C'est ça. En fait, Just Mining, si tu veux, tu as la face visible de l'iceberg, c'est cette plateforme que tu vois, donc c'est une plateforme d'investissement à destination des particuliers et des professionnels, c'est tout ce qu'on vient de dire. Derrière, tu as le gros de Just Mining, la face cachée de l'iceberg, c'est que Just Mining, c'est avant tout une boîte tech qui a la maîtrise sur la partie tech. Donc quand on va proposer des produits à nos clients, on n'est pas juste un intermédiaire qui prend les fonds et qui va les distribuer sur des gros exchanges. Non, on va les mettre sur ce qu'on appelle nos propres validateurs, donc qui nous permet d'avoir le rendement. Quand on va travailler sur la finance décentralisée, on va nous-mêmes sur les protocoles, ce qui nous permet d'avoir une compréhension et une approche par les risques qui est quasiment irréprochable. Ce qui nous permet d'avoir toute une dimension réglementaire et de participer au débat. Justement, aujourd'hui, on a une boîte qui a quand même un petit peu de visibilité dans l'écosystème. On est plutôt bien connecté, donc on participe avec Bercy, avec des organismes comme l'ADAN sur le lobby pour expliquer ok, c'est quoi les cryptos, comment on fait pour avoir une bonne réglementation, éduquer les députés, éduquer l'Europe, etc. Donc on fait tout ce travail-là, et nous, cette maîtrise de la chaîne, elle nous ouvre plein de possibilités de marché. En fait, aujourd'hui, on a même des choses qu'on est en train de commencer à faire, c'est proposer à des fintech tout l'outil technique en fait qui va leur permettre à eux de proposer directement des solutions crypto et de favoriser encore le développement de l'écosystème. Donc ça, c'est des nouvelles choses qui se développent, qui sont rendues possible par la démocratisation et par la réglementation, donc c'est hyper intéressant. Mais donc moi j'ai une question, moi je suis très curieux parce que c'est même génial d'entendre ça, parce que quand on lit la presse, quand on lit les médias spécialisés en crypto, mon Dieu, on a peur, on se dit le régulateur va nous taper sur les doigts, il va nous empêcher, on va tout perdre, c'est fini, on va tout perdre, tout va être alors régulé dans le bon sens. Oui, on attend cette régulation parce que ça va donner un cadre, ça va rassurer les entreprises, rassurer tout le monde. Donc toi, le sentiment que tu as, c'est que les députés, le ministre de l'économie, ils sont à l'écoute, ils veulent aider cet écosystème ou ils ont peur ? Il y a un peu des deux. C'est un jeu d'équilibriste qui est très très compliqué, parce que la régulation doit d'un côté protéger les investisseurs et de l'autre côté permettre le développement de l'écosystème. Et trouver l'équilibre entre les deux, c'est très compliqué, surtout sur un marché qui est peu compris par les gens qui doivent prendre les décisions, et sur un marché qui va très vite. Donc la réalité d'aujourd'hui est peut-être pas celle de demain, et donc légiférer sur la réalité d'aujourd'hui, ça remet peut-être en cause. Donc c'est très compliqué. C'est peut-être limitant pour le futur. À leur décharge, c'est un exercice qui est pas facile. Il y en a certains qui jouent bien le jeu, il y en a certains qui sont proches de l'écosystème, qui nous consultent régulièrement, qui sont proches des acteurs, qui discutent, qui comprennent. Il y en a d'autres qui malheureusement le sont beaucoup moins, et qui vont proposer des choses et prendre des décisions parce qu'ils ont lu 3 articles dans la presse et sans avoir la réelle compréhension du terrain. Mais ça, en réalité, tu vois, moi j'ai des parents qui sont issus du monde agricole, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde de l'agriculture aussi, où aujourd'hui tu as des politiques qui prennent des décisions sur l'agriculture sans avoir connaissance de la réalité du marché. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, ça, est malheureusement présent sur beaucoup d'écosystèmes. Après, c'est forcément très frustrant. Il y a des gens qui prennent la parole aussi, qui comprennent pas bien tous les enjeux qu'il y a derrière. La réglementation, c'est un sujet qui est très complexe, qui implique d'avoir des compétences juridiques. Nous, on a un pôle compliance aujourd'hui qui nous met à jour sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on est à jour, et nous, c'est notre métier aussi d'être à jour et de comprendre, parce que ça va impacter notre business. Mais des fois, je vois passer des choses, je vois des gens qui s'affolent et qui font peur aux gens, alors qu'ils n'ont pas du tout compris les enjeux. Calmez-vous. Et puis la presse en rajoute, certaines presses, parce que j'ai vu que sur Libération, il y a aussi des articles bienveillants qui essayent d'expliquer le proof of work, le proof of stake. J'ai vu que Libération fait beaucoup d'efforts, mais il y a des journalistes qui font pas effectivement cet effort-là. Mais en revanche, j'ai une question pour connaître un peu le travail parlementaire. En principe, c'est pas au député, c'est pas celui qui est élu de tout comprendre. En général, il a des équipes, et heureusement. Bon, il a des équipes qui travaillent, qui lui font des dossiers et qui lui disent maintenant, monsieur le député, voilà, il faut trancher dans un sens ou dans un autre, mais voilà les implications, le pour, le contre. Logiquement, ce travail est fait par des experts. Qui vous consultent. Vous êtes consulté donc par ces experts. Oui, c'est ça. Et en fait, le gros problème, à mon sens, de la visibilité que j'ai de ces problématiques aujourd'hui, c'est que la blockchain et les cryptos ont été pas forcément pris au sérieux et mis de côté pendant longtemps. Et ça a été tellement vite
qu'aujourd'hui, on essaye de légiférer un petit peu dans l'urgence. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de temps à rattraper. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Quand j'en vois encore des choses qui parlent que les cryptos facilitent le blanchiment d'argent, aujourd'hui, c'est plus possible de dire ça. Factuellement, il n'y a pas besoin d'être très intelligent et de faire beaucoup de recherches pour comprendre que c'est simplement faux. La data, elle est publique, on peut la consulter. Donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'urgence parce que l'écosystème se développe à grande vitesse, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de Français qui détiennent de crypto que des actions en bourse. Donc, il devient nécessaire de mettre un cadre pour protéger tous ces investisseurs, parce que la réalité, c'est que les cryptos, il y a encore plein de sous-jacents qui sont encore le Far West, où il y a des gens qui sont là par opportunisme et qui font aussi n'importe quoi. C'est aussi la vérité, il faut le dire. Donc, c'est nécessaire d'avoir un cadre pour protéger, pour encadrer tout ça. Mais il faut pas brider l'innovation, parce que sinon on va de nouveau se retrouver derrière les États-Unis, derrière la Chine, et ça c'est un peu dommage. Mais moi j'aimerais revenir aux entreprises. Je me pose une question, je me dis, mais à partir de quel montant on vient vous voir ? Aujourd'hui, nous, on a un portefeuille client qui est très très large. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont au niveau entreprise, qui sont des petites entreprises, des PME, des TPE, qui s'essayent avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Et j'ai des entreprises beaucoup plus fortes, beaucoup plus éduquées ou de plus gros calibre qui viennent et qui mettent des millions ou des dizaines de millions. Donc on a vraiment les deux. Notre plus gros client aujourd'hui professionnel, je crois qu'il est entre 50 et 60 millions. Donc tu as des gros et tu as des petits. Voilà, ok. Mais donc c'est chouette de pouvoir se dire que cet écosystème n'est pas fermé aux petites et moyennes entreprises. Non, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question, je suis assez curieux de savoir, le directeur financier qui vient de voir pour placer sa trésor, est-ce que lui-même est crypto-addict, convaincu, disons, est-ce que lui-même a déjà acheté des cryptos, ou est-ce qu'il le découvre avec vous en disant je vais faire la démarche pour mon entreprise et en même temps je vais apprendre pour moi? Il y a deux phases, j'imagine. Il vient d'abord pour du conseil et puis... En fait, généralement, c'est pas le directeur financier qui vient en premier, c'est généralement le gérant ou quelqu'un du comité. Alors sur les petites entreprises, le gérant fait un petit peu tout, donc là ça se fait beaucoup plus facilement, et généralement c'est effectivement des gars qui ont une appétence. Sur les grosses boîtes, ça prend effectivement un petit peu plus de temps, donc là généralement c'est le gérant ou ses équipes qui ont identifié cette opportunité là, donc ils commencent à la creuser, ils discutent avec nous, ils comprennent, etc. Et une fois qu'ils se disent ok, ça peut être possible, c'est le directeur financier qui rentre dans la danse pour essayer de voir à quel point c'est possible. Est-ce que tu penses que les humains qui viennent te voir sont déjà convaincus eux-mêmes? Alors sur les comités, ceux qui vont amener la réflexion chez eux, oui, de plus en plus. Déjà maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, tu as des gens qui comprennent cet écosystème, qui ont investi eux-mêmes, donc qui se disent que ce serait nécessaire de le faire. Donc ils ont tout un argumentaire, et aujourd'hui c'est assez facile de trouver des arguments pour aller voir ton boss et lui dire regarde, je pense que c'est pas déconnant qu'on y aille. Ouais. Donc après, les dirigeants, d'un point de vue business, ils comprennent assez rapidement qu'il y a un intérêt à aller. Surtout que tu peux y aller à ton rythme, hein, donc il n'y a pas besoin d'y aller et prendre un gros virage d'un coup. Tu peux y aller progressivement, crescendo. Là, nous, on vient de signer une grosse boîte qui investit régulièrement. Ils investissent à peu près 10 millions d'euros par an de leur trésor dans des placements exotiques. Ils ont commencé chez nous là, ils ont mis un ticket qui est un peu moins de 300 000 euros. J'aime bien le mot exotique. Mais c'est un terme financier en fait, ça aussi. Exotique, en gros, ils vont faire de l'acquisition externe, ils vont faire plein de choses différentes, des déplacements, mais vraiment des trucs aussi qui sortent totalement en tout cas de leur activité. Et là, ils viennent dans la crypto, et tu vois, ils font un premier pas avec un peu moins de 300 000 euros. Ce qui est déjà un beau ticket, mais qui par rapport à leur force de frappe à eux eux ils appellent ça un test. Est-ce qu'ils te disent d'ailleurs on va prendre de la crypto, du stablecoin évidemment, de l'Ethereum, oui, mais surtout pas du Bitcoin. Bitcoin c'est trop controversé, voilà. Tu en as qui sont dans ce postulat là. Après nous voilà, on répond un peu aux exigences du client. Alors quand il arrive et qu'il a des postulats qui sont factuellement faux, on l'éduque et on lui explique. On l'accompagne. Après, si le gars est borné, il est borné, c'est pas grave. Mais le stablecoin est une formidable porte d'entrée. C'est rassurant. C'est rassurant, et ce qu'on constate nous, c'est que la plupart des gens qui rentrent en stablecoin, comme ça se passe bien, ils sont vite rassurés. Tu as un placement qui te rapporte de manière quotidienne, sur lequel tu as une agilité qui n'existe pas sur les marchés financiers, puisque tu peux récupérer ton capital en tout ou en partie à tout moment. Donc c'est hyper rassurant, et très rapidement en fait, au bout de quelques mois d'expérience, tu en as qui viennent nous voir en disant soit on met un petit peu plus de stablecoin, ou alors ça marche bien, qu'est-ce que vous
Si on imagine que voilà, on prend 10% de ce capital-là et on essaye de le mettre sur des actifs un petit peu plus risqués, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Donc, on en a beaucoup qui sont dans cette démarche-là parce qu'ils sont aussi dans un apprentissage. Et puis il y a toute la réflexion de dire bah voilà, c'est un investissement qui est pas commun, il faut apprendre à l'appréhender. Mais ça va se faire. Je pense que dans quelques années, ce sera tout à fait naturel pour une entreprise d'avoir de la crypto dans son bilan. Aujourd'hui, c'est encore les plus early adopteurs qui y sont, mais ça va venir. Derrière les entreprises, il y a des hommes. Et derrière les hommes, il y a des bons. Ouais, c'est beau. Hein. Il y a des bons pères de famille. Donc, vous faites ça aussi pour des particuliers. Je trouve que ton discours est rassurant pour embarquer les bons pères de famille. Qu'est-ce que tu leur dis aux bons pères de famille? Ben, on leur dit qu'on va à leur rythme. Nous, déjà, on a une énorme force, c'est que moi, j'ai pas besoin de clients. Naturellement, de toute manière, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la crypto et qui viennent à moi. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire de l'achat, j'ai pas besoin d'aller convaincre. Moi, il y a quelqu'un qui vient, il me pose des questions, je réponds à ses questions. S'il est pas prêt, il est pas prêt. Il reviendra tout simplement plus tard, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et tous ceux qui vont te vendre de l'urgence, c'est cette crypto, c'est cette opportunité. Ouais. Non, dans la crypto, des opportunités, il y en a plein. Ça sert à rien de se précipiter. Si t'es pas serein, mais tu sais quoi, regarde cette opportunité que tu voulais prendre, tu la prends pas, mais tu la regardes passer. Et tu suis comment elle évolue. Et puis, du coup, derrière, ça te fera des outils pour mieux saisir celle d'après. Mais c'est juste ça sert à rien de se précipiter. Ouais. Et c'est quoi le ticket d'entrée pour un particulier? Nous, le ticket d'entrée, il est très bas. On est à partir de quelques dizaines de dollars, tu peux rentrer. On a des étudiants qui investissent leurs premiers euros sur Just Mining. C'est super cool. Mais nous, on avait voulu, Claudia, on était allé sur leur site et en fait, c'était déjà bouclé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'accès. Oui, mais c'était pour le mining, c'est différent. La pool était bouclée. Oui, en tout cas, on n'avait plus accès parce que vous avez un certain quota pour les particuliers. Sur le mining, ouais. Et aujourd'hui, ce quota, il y a très peu de chances qu'il se réouvre. Alors après, on est à l'économie du marché, donc pourquoi pas, mais pour l'instant, on n'a pas en tout cas vocation à développer plus cette branche-là. Et tout à l'heure dans la phrase, tu as glissé nos validateurs. Ça veut dire quoi? Alors, pour reprendre la notion de validateur, j'essaye de trouver un parallèle pour te l'expliquer simplement. Derrière chaque blockchain, tu as différents écosystèmes blockchain. Donc tu as l'écosystème de Bitcoin, tu as l'écosystème d'Ethereum, tu as d'autres écosystèmes, Polkadot, Tezos, Avalanche, etc., etc. Tous ces écosystèmes fonctionnent de manière légèrement différentes. Il y en a certains qui ont plus ou moins de similitudes. Et en fait, c'est que donc Bitcoin fonctionne avec des machines de minage, donc des espèces de calculateurs qui vont valider les transactions. C'est ce qu'on appelle le proof of work, le fameux minage de crypto-monnaie. Mais c'est pas la seule méthode de sécurisation blockchain. Il y en a d'autres qui existent, dont une grande famille qui s'appelle le proof of stake. Et le proof of stake, pour l'investisseur, ça consiste simplement à immobiliser une quantité X de crypto-monnaie en contrepartie d'intérêts qu'on va toucher de manière régulière. Donc ni plus ni moins que de l'épargne, si on veut. En français, la preuve d'enjeu. C'est ça, la preuve d'enjeu. Si on veut vraiment simplifier le truc au maximum pour l'investisseur, c'est de l'épargne crypto. Et en fait, derrière ça, comment ça fonctionne? Du coup, tu as des espèces de moteurs qui vont faire fonctionner le réseau. Donc ces moteurs, c'est ce qu'on appelle des validateurs. Et pour que ces moteurs soient activés, fonctionnent, il faut que tu leur donnes de l'essence. Cette essence, c'est les cryptos. Donc tu vas mettre des cryptos sur un validateur et du coup, ce validateur va pouvoir travailler. Comme une garantie, en fait. En fait, on pourrait dire que vos ordinateurs sont directement branchés sur toutes les blockchains principales. Alors c'est pas des ordinateurs directement. Pour le coup, c'est des serveurs. C'est des serveurs. Voilà. Oui, des salles de machines, mais vous êtes directement dans le réseau. Exactement. Ce que tu veux dire, et ce qui est très intéressant à dire, c'est que quand vous proposez un achat en crypto, de l'investissement crypto, vous n'allez pas vous acheter de la crypto à quelqu'un d'autre, elle est directement générée par alors la crypto, quand il y a quelqu'un qui achète de la crypto, nous aussi on va l'acheter quelque part. Par contre, tous les intérêts qui vont être générés par ça, le stacking, c'est de l'intérêt qui est propre entre guillemets, c'est de l'émission monétaire. Donc c'est effectivement des choses qui sont créées on-chain, parce que l'économie de la blockchain est pensée de manière à rémunérer et récompenser les acteurs qui contribuent au bon fonctionnement du réseau. À l'inverse de l'économie traditionnelle où c'est la banque centrale qui va faire l'impression des billets en fonction d'un certain nombre de facteurs. Dans l'économie blockchain, l'émission de tokens va être distribuée à ceux qui contribuent au fonctionnement du réseau. Nous, on est un contributeur au fonctionnement du réseau. C'est accessible à tous, mais ça implique un certain nombre de ressources techniques, humaines, etc. que nous, on a en interne, qu'on a vocation à développer. Donc, on travaille sur plein d'écosystèmes différents.
différents. Et ça nous donne aussi une position qui est hyper intéressante parce que Just Mining aujourd'hui a un scope qui nous permet d'être à la fois connecté aux particuliers, ce qui te donne une super bonne température du marché, à la fois aux professionnels, ce qui te permet de voir à quel point les géants de ce monde commencent à s'éduquer sur la techno, et à la fois en travaillant sur la blockchain, on est en relation directe avec toutes les équipes des gros projets. On est en relation directe avec les équipes d'Elrond, avec les équipes de Matic, etc., etc. Et du coup, tu as aussi cette vision interne tech de voir comment ça se développe. Donc ça nous donne une overview 360 du marché qui est hyper intéressante. Ouais, très intéressant. Donc moi, j'avais lu qu'il faisait très chaud dans vos bureaux parce qu'il y avait beaucoup de machines. En fait, c'est pas vrai du tout. Donc je précise que nous sommes quand même dans le bureau d'Owen. Tu as pas de machine sur Metz. Donc il fait très chaud dans les environnements où tu as du minage de crypto-monnaies. Du minage de crypto-monnaies, tu en as très peu en France. Nous, on a encore une micro-ferme en Lorraine. Ça, c'était ma question. Mais c'est très petit. Des fermes comme celles que tu peux voir dans les articles de presse ou quoi, tu en as en Russie, tu en as au Canada, tu en as aux États-Unis, en Europe, tu en as quelques-unes en Islande, tu en as des grosses en Islande, mais en France, tu en as pas. Ouais, mais vous en avez une. On a une toute petite qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir là. C'est vraiment quelque chose qui fait, c'est un bureau qui fait 40 mètres carrés où tu as quelques machines. C'est pas du tout structuré avec la droiture que tu peux voir sur les trucs là. Ça n'a pas du tout cette gueule là. Ouais. Mais c'est intéressant qu'on parle de ferme de minage peut-être. Oui, d'abord préciser. Parce que nous on a souvent une question. Hein. Oui, on a souvent des questions. En fait, tu veux que je t'explique pourquoi tu as beaucoup de questions sur le minage? Ouais. C'est hyper intéressant. Parce que en fait, quand tu commences à t'intéresser à la blockchain et aux cryptos, alors c'est un peu moins le cas maintenant parce que tu as les NFT, tu as tout ça, mais historiquement, quand tu rentres dans la blockchain et le crypto, tu rentres par Bitcoin. Et donc, dans ton cycle d'éducation, on va d'abord t'apprendre ce qu'est Bitcoin et comment Bitcoin fonctionne. Et Bitcoin fonctionne avec du minage. Et en fait, toi, tu rentres dans un monde que tu comprends pas trop, qui est totalement dématérialisé, totalement abstrait, et d'un coup, dans ton apprentissage, on te parle du minage, quelque chose qui fonctionne avec des ordinateurs, quelque chose de très concret, quelque chose que tu peux toucher. Et donc, ça devient vite hyper rassurant, et tu as plein de gens qui se disent ok, investir dans les cryptos, je sais pas trop. Par contre, investir dans du minage, ouais, là, je comprends. Il y a des machines, c'est très tangible, je vois. Et en fait, c'est pour ça que tu as plein de particuliers qui sont dans ce biais de vouloir investir dans le minage parce que ça les rassure quelque part. Et pourtant, quand tu creuses un peu, le minage aujourd'hui est un marché qui s'est vraiment professionnalisé et qui est pas vraiment adapté aux particuliers aujourd'hui. C'est un marché qui est très complexe, sur lequel il y a plein d'enjeux qu'on a du mal à assimiler, et du coup aujourd'hui en particulier moi je ne recommande pas forcément d'aller sur du minage. Ouais, surtout sur YouTube on a tapé comme tout le monde ferme de minage et on voit au Kazakhstan il y a une vidéo, il y a 5000 machines dans des hangars hyper grands comme des aéroports. T'en as déjà visité? J'en ai malheureusement jamais visité de très grosses, de taille moyenne oui, mais j'adorerais, on irait. Ça serait cool. Si tu veux, je peux te mettre en relation avec des gens qui en ont des belles. Mais ouais, on ira enregistrer. Mais il y en a par contre, il y en a pas en France. Donc moi, c'est ça qui me freine, c'est que comme on a très peu de temps, aller faire un voyage dans un pays juste pour voir une ferme, malheureusement compliqué. Mais ouais, c'est hyper impressionnant. En fait, nous on a la réponse, mais on voudrait que ça soit toi qui la donne pour les auditeurs. En fait, les questions qui reviennent tout le temps, c'est tiens, au fond, une ferme du minage, 5000 ordinateurs, donc 5000 nœuds. Non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Ah, ok. Déjà, ça va dépendre de plein de choses très différentes. Sur les fermes du minage, tu vas traiter du proof of work, donc c'est pas tout à fait la même chose que sur du proof of stake, et ça va dépendre du matériel que tu as dedans. Enfin, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Mais là, pour le coup, c'est rentrer après dans des détails très techniques. C'est un peu technique. Moi, j'aimerais suivre le raisonnement. Les autres questions qu'on a tout le temps par rapport aux régulateurs, c'est l'environnement. Et alors, on va pas faire, parce qu'on pourrait en parler. Aussi, c'est un vrai sujet. On pourrait faire un podcast entier là-dessus. Totalement. Mais j'aimerais juste avoir ton avis sur. Alors, rappelons que pour que ces ordinateurs tournent, il faut de l'électricité. Et rappelons que cette électricité, si elle est en France, elle est nucléaire, donc elle n'émet aucun CO2. Mais malheureusement, les fermes de minage ne sont pas en France. Et donc, elles sont soit proches des barrages hydroélectriques, donc là, c'est de l'énergie verte, soit elles sont proches des centrales à charbon. Et là, cette électricité émet du CO2 et participe au réchauffement climatique. C'est surtout en Chine. Je pense que c'est en Chine, au Kazakhstan, et on n'a etc. pas les vrais chiffres. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur l'émission de CO2 de ces blockchains, notamment Bitcoin évidemment? Est-ce que toi, tu as une vision là-dessus? Est-ce que ça va être réglé dans un an? Comment tu vois ça? Alors, j'essaye de structurer ma réponse pour que ce soit logique.
Déjà, c'est effectivement un vrai sujet. De manière plus générale, l'écologie, au-delà de Bitcoin, quand tu vois le dernier rapport du GIEC, ça fait quand même un petit peu peur et il faut se poser la question. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, notamment pour Owen, parce qu'on prépare un contenu sur le sujet justement pour remettre un petit peu les points sur les i. Je m'attendais à avoir une conclusion plus alarmante que celle-là. La réalité, c'est que déjà, l'écosystème a parfaitement conscience de ça. Contrairement à beaucoup d'industries, tu as beaucoup d'industries qui consomment énormément d'énergie, qui en ont pas conscience et pour lesquelles, qui en ont conscience ou pas d'ailleurs, mais pour lesquelles changer et faire des efforts pour consommer moins, ça implique des investissements qui sont colossaux. Et du coup, elles le font pas. Et certaines préfèrent payer, par exemple, des amendes ou des choses comme ça pour ne pas le faire. Ce qui est gravissime. Dans l'écosystème crypto, on lui a tellement pointé ça du doigt que c'est quelque chose qui a été sur lequel on a eu une prise de conscience très rapide. Donc aujourd'hui, tous les plus gros mineurs de la plateforme sont dans une inscription durable. Ça, c'est la réalité. Parce que tu dois trouver de l'énergie pas chère et généralement, l'énergie pas chère, tu vas la trouver sur des excédents d'énergie que tu vas beaucoup trouver sur de l'énergie renouvelable. En plus, c'est leur intérêt d'aller chercher de l'énergie pas chère. Hein. C'est le nerf de la guerre, tout simplement. Donc, tu as tout ça. Ensuite, il ne faut pas oublier que tu es sur une technologie qui est très très jeune, qui a une dizaine d'années, c'est ridicule. On regarde l'automobile, ça existe depuis très longtemps. On commence seulement à voir l'émergence des voitures électriques. Donc, optimisation continue. Naturellement, ça prend du temps. Quand tu regardes les progrès qui ont été faits sur l'efficacité énergétique de Bitcoin en 10 ans, c'est prodigieux. Ouais. C'est prodigieux. Ne serait-ce que sur les ASIC, donc ces gros ordinateurs qui consomment beaucoup d'énergie, en quelques années, le ratio entre la puissance et la consommation, il a été amélioré sur un ratio, je crois, x8 ou à x10. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est mesurable. Ça, c'est parfaitement mesurable. Ouais. Ça, c'est parfaitement mesurable. Ouais. Ensuite, sur les cartes aussi, non ? Sur les cartes aussi, de manière carte graphique. Plus on avance, plus il y a des ingénieurs compétents qui se penchent sur le sujet, qui sont capables de sortir du hardware qui est encore plus performant et qui est plus efficace. Et de toute manière, c'est nécessaire à ce qu'il soit plus efficace parce que les mineurs ont besoin de ça, ont besoin d'avoir un meilleur ratio. Et ensuite, Bitcoin, donc le proof of work, c'est le proof of work, donc le minage de crypto-monnaies qui consomme beaucoup d'énergie. Toutes les blockchains ne fonctionnent pas sur ce modèle-là. Et on a conscience aujourd'hui que ce modèle-là est énergivore, qu'il est difficilement scalable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as plus de blockchain qui se base sur le proof of work. Oui, aujourd'hui, tu as raison, il faut le dire, plus aucune blockchain nouvelle. Plus aucune. Non, ça fait déjà quelques années qu'il n'y en a plus aucune. Et d'ailleurs, Ethereum, la deuxième plus grosse qui fonctionne en proof of work, est en train de faire un switch sur le proof of stake. Donc l'écosystème a parfaitement conscience de ces enjeux-là, beaucoup plus que d'autres industries qui sont pas forcément pointées du doigt. J'ai vu un article qui est sorti il y a un mois qui expliquait que les banques, il y avait les 25 plus grosses banques européennes avaient financé les industries fossiles à hauteur de 400 milliards en 2021. Voilà. Ah ouais. Personne n'en parle. Ça pose de problème à personne. Voilà. Et après, on va pointer Bitcoin du doigt. Oui, et sans parler, pour finir, de ne serait-ce que Tesla, enfin, le marché de la voiture électrique. On considère qu'en 2000, je crois, dans 15 ans, les voitures à essence vont être interdites quasiment. Donc, toutes ces voitures électriques, où est-ce qu'elles vont se brancher ? L'électricité va venir d'où ? Des centrales à charbon. Pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, c'est certain. Mais en fait, de toute manière, aujourd'hui, un monde dans lequel on ne consomme pas d'électricité, on ne sait pas faire. Donc l'enjeu, c'est pas... Alors, il faut naturellement essayer de consommer moins, il y a plein de méthodes de le faire, mais c'est surtout consommer mieux et plus intelligemment. Et c'est là-dessus qui est important. L'important, c'est pas tant de regarder le chiffre de la consommation, c'est de regarder un petit peu l'empreinte carbone qu'il y a derrière et tout ça. Et là-dessus, il y a des progrès à faire. Là-dessus, Bitcoin n'est pas un si mauvais élève que ça, même s'il a beaucoup de progrès à faire, et ça, on en est parfaitement conscient. Mais en tout cas, le tableau est pas si noir que ce qu'on décrit. Oui. Moi, je voudrais revenir sur Just Mining. En fait, quand le patron de Tesla a annoncé qu'il investissait une partie de sa capitalisation en crypto, est-ce que ça vous a impacté ? Est-ce que vous avez vu des entreprises qui du jour au lendemain se sont dit s'il le fait, c'est qu'on peut y aller ? Ouais, alors on en avait déjà un petit peu avant, ce que je disais tout à l'heure, on avait essentiellement avant des boîtes de petite taille ou de taille moyenne, avec des dirigeants qui avaient déjà une appétence forte sur les cryptos qui venaient, et Elon Musk a effectivement ouvert un peu la voie et montré à tout le monde en fait que c'était possible. Et du coup, il y a plein de gens qui
qui envisageaient même pas ça en fait parce qu'ils pensaient pas que c'était possible, et puis après ils se sont dit si Tesla peut le faire, nous on peut peut-être le faire aussi en fait, et puis ils ont commencé à creuser le sujet. Alors après tu as toujours un temps de décalage parce que le temps qui se forment, qui montent un petit peu en compétences, qui comprennent ce que ça implique, et donc on a eu les retombées quelques mois plus tard, donc de plus en plus de boîtes effectivement qui rentrent. Après il y a certains sujets en France qui font que pour des très 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 grosses boîtes type 440 c'est encore compliqué parce qu'il y a certaines cases que l'écosystème crypto coche pas toujours pour qu'ils puissent investir, mais ça va se faire progressivement. Ouais. Moi j'ai une question alors très concrète cette fois. L'entreprise donc investit son argent chez vous, chez Just Mining, en crypto-monnaie. Qui a la main, parce que vous faites de la custody. La custody, c'est-à-dire que vous hébergez le wallet, donc le fameux wallet en crypto-monnaie. On sait faire les deux. Ou alors vous pouvez donner la main au directeur d'entreprise, au directeur financier, bref, la personne désignée peut avoir la main sur sa crypto-monnaie directement en ayant son wallet sur son ordinateur. Donc ça, c'est très concret. Et jamais le contraire, jamais vous la main sur le wallet du client? Non, ça jamais. Ça jamais, ok. On peut faire les deux. Soit le client est plus à l'aise si on a le custody et nous on gère les fonds pour lui. Ça c'est ce qui se passe aujourd'hui dans 90% des cas sur des entreprises traditionnelles. Mais le wallet est chez vous? Le wallet est chez nous, c'est nous qui gérons les fonds. Okay. C'est nous qui détenons les fonds pour le compte du client. Okay. Quand tu as de l'argent sur ta banque aujourd'hui, c'est ta banque qui gère les fonds pour toi. Okay. Donc là, c'est nous qui gérons. Le client nous envoie des euros ou des cryptos. Nous, c'est chez nous. Et après, derrière, Ou quand j'ai ma crypto sur Binance ou Kraken, pareil, elle n'est pas à moi. Tout à fait. À ce titre-là, on est ce qu'on appelle un CEX, CEX, une Centralized Exchange. Donc on est une plateforme centralisée. Okay. On a certaines entreprises qui sont plus éduquées, souvent des boîtes qui sont issues de la crypto, qui elles ont une compréhension d'avoir la main sur leur wallet et qui elles utilisent juste nos validateurs, ou pour certains on fait des validateurs en marque blanche, et là du coup c'est eux qui sont maîtres de leur wallet. Okay. Je pense ma vision en tout cas de l'écosystème, c'est qu'on va tendre vers ça, et c'est l'objectif, c'est que à terme nous on n'a pas vocation à détenir les fonds de tout le monde et d'être une banque, même si je pense qu'on passera par cette étape là avant d'avoir une ouverture, parce que l'idéologie de la blockchain veut que chacun soit maître de son portefeuille et soit maître de ses fonds. Ouais. Force est de constater qu'aujourd'hui les gens ne sont pas prêts à ça. C'est pas possible parce que ça implique des responsabilités, ça implique une compréhension technique, ça implique pas mal de choses, et les outils aujourd'hui ne sont pas adaptés à ça. Donc il y a besoin d'avoir des interlocuteurs comme nous qui accompagnent en fait cette transition. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on se voit et comme ça qu'on s'inscrit. Et c'est pour ça qu'on a gardé cette expertise technique, parce que si demain tu me supprimes ma plateforme Just Mining continue à exister, parce que tous les gens là, ils peuvent continuer à utiliser les services de Just Mining en déléguant sur leur validateur, avec leur ledger, avec leur wallet. Alors là, on est sur un discours que la plupart des gens qui nous écoutent peut-être vont pas comprendre, mais certains vont déjà le comprendre. Et tous ces gens qui ne comprennent pas ça, dans 5 ans, ils le comprendront naturellement parce que ce sera entré dans les mœurs. Oui, tout à fait. Donc en fait, là tu parles de la sécurité. On devient maître de la sécurité de nos cryptos, donc on devient chacun un peu notre propre banque. Exactement. Et on a proposé d'aller chez Ledger avec un homme politique belge qui s'appelle Christophe de Beukelaer, qui est le premier politique à avoir converti son salaire pendant 1 an en Bitcoin. Je vois bien. Voilà. On l'interviewe d'ailleurs samedi. Et on a proposé à Ledger d'aller avec Christophe de Beukelaer chez Ledger et de les confronter sur la responsabilité de la sécurité, de la culture sécurité. Ledger, qui est une entreprise française et qui fabrique ces fameuses, ça ressemble à des clés USB, mais enfin ce sont des clés privées crypto pour héberger sa crypto-monnaie. Même pas que, plus largement, Ledger du coup est un des patrons du monde en termes de sécurité pour les cryptos. Donc il y a effectivement ce Ledger que tu as décrit qui est l'outil qui est distribué aux particuliers, mais tu as aussi tout l'aspect Ledger Vault, qui est que Ledger propose des solutions justement pour tous ces professionnels qui demain vont être amenés à détenir de la crypto et pour qu'ils aient toutes les ressources et tous les outils en interne pour pouvoir le faire, pour pouvoir gérer leur wallet, etc. Ok, mais la culture sécurité, l'adoption massive, elle va aller de pair avec cette culture sécurité qui doit être déployée. Bien sûr. Et ça c'est un aspect de la transition numérique. Tu me parlais tout à l'heure de ton expérience où tu as la transition digitale, tu as accompagné beaucoup de boîtes dans cette direction-là. Aujourd'hui, on est dans une transition numérique qui va impliquer des compréhensions et des connaissances sur sa dimension de sécurité. Aujourd'hui, le hack, par exemple, fait peur à tout le monde. Le hack, le risque zéro, il n'existera jamais. Il faut que tout le monde
gardez ça en tête, hein, on ne pourra pas le bannir. Et le hack, ça ne veut pas dire juste perdre des fonds. Un hack, ça peut avoir plein de formes différentes, ça peut être sur de la data, ça peut être sur plein de choses. Et aujourd'hui, des hacks, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours en France, sur des grosses boîtes, sur des petites boîtes. Alors, le hack, pas sur la blockchain, parce que les gens parfois se disent, mais la blockchain, elle est inviolable. Oui, toi, tu parles de hack sur des exchanges, donc des brokers crypto. D'ailleurs, effectivement, les blockchains ne se font pas ou presque jamais hacker. Bitcoin, par exemple, ne s'est jamais fait hacker. Quand des fois des journalistes font Ethereum s'est fait hacker, Bitcoin s'est fait hacker. Non, c'est une plateforme qui détenait des Bitcoins. Ouais. C'est comme si il y avait un braquage de banque et tu disais l'euro s'est fait hacker. Non, la banque s'est fait hacker. Ouais. L'euro, il est pour rien dans l'histoire. Hein, donc ça remet pas en cause l'euro, ou là ça remettra pas en cause Bitcoin en l'occurrence. Mais voilà, sur des boîtes très traditionnelles, aujourd'hui tu as plein de boîtes qui ont des hacks où ils perdent une base de données clients, où ils perdent ci, ils perdent ça. Et ça, on entre dans un monde totalement dématérialisé, totalement digitalisé, dans lequel ce genre de choses existe. Et la réalité, c'est que la plupart des boîtes n'ont pas effectivement de culture sécurité. Et les particuliers encore moins. Et les particuliers encore moins. Et c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens ne sont pas prêts à détenir leurs propres clés. Et donc, il y en a certains qui ont un discours où ils disent il faut supprimer les plateformes centralisées, il faut supprimer les... C'est juste, si ça arrive du jour au lendemain, là, on n'est pas prêt. C'est juste pas possible. C'est extrêmement violent. Oui, et puis c'est terriblement insécurisant. C'est insécurisant, c'est surtout que c'est responsabilisant. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à avoir cette responsabilité. Alors certains sont pas prêts parce qu'ils se sentent pas de l'avoir, certains sont pas prêts parce qu'ils n'ont simplement pas envie. Oui. Mais moi j'ai une question, tu vois, tu parlais de la banque. Claudia disait effectivement avec raison, l'idée c'est qu'on devienne sa propre banque, donc gestionnaire de ses propres fonds. Et on n'a pas l'habitude aujourd'hui, c'est la banque qui gère notre argent. Si jamais l'argent disparaît pour 1000 raisons, la banque est assurée et vous dit voilà, là, on vous récupère vos fonds, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui sur un exchange, est-ce que tu sais si sur Binance, qui est le premier exchange du monde, ou sur Kraken aussi, que nous on utilise bien, si jamais il y a un hack de cette plateforme et qu'ils perdent notre crypto, est-ce que eux sont assurés, nous disent rassurez-vous, la crypto on vous la récupère en fait. Just Mining, si j'investis mon argent chez vous. Ou Just Mining. Alors aujourd'hui, tu as très peu de sociétés qui ont des polices d'assurance pour la simple et bonne raison que les assureurs traditionnels ont... le métier d'un assureur, c'est de maîtriser les risques et de pouvoir du coup proposer un produit en conséquence. Aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas tout à fait les risques du monde de la blockchain et crypto. Tu en as quelques-uns qui commencent à s'éduquer, mais c'est compliqué. Nous, pour te dire, on a commencé les discussions avec des assureurs avant les discussions avec les régulateurs. Donc ça fait déjà longtemps qu'on éduque des assureurs, qu'on leur présente comment ça fonctionne chez nous, c'est quoi les flux, etc., pour qu'ils puissent s'éduquer et se faire la main sur le sujet. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va arriver progressivement. Aujourd'hui, tu as quelques sociétés qui ont des polices d'assurance. Binance en a une, Nexo en a une, je crois, Coinbase en a une. Mais elles sont ridicules. C'est plafonné. C'est à peine 10% du montant qu'ils ont sous gestion. Et encore, je pense qu'avec 10%, je suis assez large. Enfin, pour te dire, Nexo, je crois, Nexo doit gérer 10-20 milliards peut-être sur sa plateforme. Leur police d'assurance, elle couvre 375 millions. Oui, mais rappelons que Coinbase est coté au Nasdaq. Et donc tout le monde se dit, là, cette boîte-là maintenant est sous les feux des projecteurs, sous le feu de tous les régulateurs. Et donc ils n'ont pas intérêt... Mais je suis convaincu que ces boîtes-là ont des processus quand je vois, nous, les process de sécurité qu'on a, je suis convaincu que ces sociétés ont des process qui sont béton. Et le fait que tu n'aies pas de police d'assurance qui soit suffisamment perfectionnée, en fait... tout le budget que tu dois mettre dans l'assurance, tu le mets dans la sécu. Donc tu as des process. Aujourd'hui, on a des process qui sont plus poussés que certains établissements financiers traditionnels qui sont plus gros que nous. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais justement, quels sont les profils en interne? Parce que j'imagine que vous avez des profils commerciaux, des profils tech, mais entre ça, il y a quoi comme type de profil? Alors nous, tu as plusieurs grandes familles en interne. Tu as effectivement cette partie commerciale, marketing, que tout le monde comprend assez facilement, qui est pas très grande chez nous aujourd'hui, qu'on est en train de structurer et de développer parce qu'on s'est focalisé sur les autres aspects jusqu'alors. Tu as la partie tech qui est décomposée en deux parties. La partie tech dev qui va s'occuper vraiment du site et du produit. Okay. Et tu as la partie tech IT qui va s'occuper de toute l'opération des validateurs, de toute l'infrastructure, de toute la sécu. Et tu as tout le pôle réglementaire qui va s'occuper de toute la partie compliance, etc. Okay. Donc aujourd'hui, c'est les quatre grandes familles. Et la sécurité, donc, qui s'occupe de la... C'est la partie IT qui s'occupe de la sécu. Ok, et donc ça fait combien de personnes chez Just Mining? Aujourd'hui, il y en a 4 à temps plein. Et plus des audits réguliers parce que on est... Pour la sécurité? Pour la sécurité, oui. Ok, mais en tout,
chez Just Mining? Combien de personnes? Une trentaine. Une trentaine, ok. Moi j'ai une question sur le wallet parce que c'est emblématique pour moi du Web 3. Ce fameux wallet, alors le plus connu aujourd'hui c'est MetaMask. Je dirais celui qui a un wallet commence à comprendre l'environnement, l'écosystème crypto et commence à comprendre qu'il est propriétaire de ses NFT, parce que moi je suis à fond dans les NFT, et de sa crypto aussi. Et alors j'entends beaucoup parler des multisig, c'est-à-dire un wallet multi-signature, même Owen en parle souvent dans ses vidéos. Bah nous c'est tout, enfin ça fait partie des outils qu'on utilise au quotidien en fait dans la gestion de nos flux. Voilà, et donc il faut le dire, peut-être tu peux expliquer parce qu'il faut dire aux gens, voilà, c'est pas parce que vous avez un wallet sur un ordinateur de votre entreprise qu'il n'y a qu'une seule personne qui a accès à ce wallet et qui peut tout valider. Vous pouvez faire des processus de validation à 6, 7, 8 personnes pour valider une transaction crypto. Tu peux faire aujourd'hui le champ des possibles, il est très très large et il évolue quotidiennement parce qu'en fait tu as plein d'acteurs qui sont comme nous pour te dire, nous à un moment donné le multisig, on avait un projet où on avait commencé à développer notre propre outil parce qu'on ne trouvait pas un outil parfaitement correspondant à nos besoins sur le marché. Et en fait tous les gros acteurs sont comme ça et du coup ça donne naissance à des produits qui sont dingues et qui sont hyper adaptés à la réalité du marché. Donc le multisig en gros ça consiste à, quand tu veux émettre une transaction, tu dois avoir la signature de plusieurs personnes, donc la confirmation du wallet de plusieurs personnes pour que ce soit engagé. En gros, c'est ça. Donc ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire, ça permet de dire que si demain il y a un mec qui arrive, comme ça a été le cas chez Owen, un mec qui arrive chez Owen avec une arme à feu, même s'il lui met l'arme sur la tempe et qu'il lui dit donne-moi tous tes fonds, en fait, simplement d'un point de vue technique, ce n'est pas possible, il ne peut pas, parce qu'il faudrait qu'il ait l'accord de un tel, et en fonction de la transaction que tu veux faire, de ce que tu veux échanger, de ce que tu veux envoyer, bah, tu peux avoir l'accord de X, un tel, enfin tu peux tout configurer un petit peu comme tu veux. Mais ça, je trouve que ça fait partie de la culture sécurité, c'est-à-dire la transmission du savoir qui permet d'être protégé, de protéger sa crypto, bien sûr, mais de protéger aussi la personne qui détient la crypto. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors en France et en Belgique, il n'y a personne qui prend à bras-le-corps cette culture sécurité et qui dit OK. Parce que finalement, l'adoption massive, elle passe pas vraiment par les entreprises, elle passe par le commun des mortels qui, à un moment donné, se dit moi, je retire mes économies de la banque et j'achète de la crypto. Et quand tout le monde va commencer à faire ça, alors on parle de l'adoption massive. Mais si le particulier commence à faire ça, il faut qu'il soit absolument informé des process de sécurité, des enjeux, des risques. Des risques moi je prends toujours l'exemple de mon père qui est un vieux monsieur, hein, mais il me dit tu sais quoi Claudia, tu m'as convaincu, je vais investir de la crypto. Mais par contre quand il reçoit un SMS avec un lien, il clique. Donc je me dis non, tu vas pas investir de la crypto. Et donc, mais ça c'est représentatif de comportement. Tu parles du phishing en fait, il se laisse avoir. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie aussi de la conscience du danger. Nous du coup on a des formations sécu en interne, comme on a des formations compliance en interne pour être justement familier avec tous ces codes là, parce que une réalité dans les entreprises, c'est que je ne veux pas dire de bêtises, le chiffre, mais je crois que c'est 70 ou 80% des failles de sécurité qu'il y a dans une entreprise, elles ne proviennent pas du système, elles proviennent d'une erreur humaine. Ouais. Mais ça peut être des trucs à la con, comme tu l'as dit, un phishing, un gars qui clique sur un mauvais lien, ça peut être un mec qui trouve une clé USB et puis qui l'essaye sur son PC. Ça peut prendre des formes qui sont hyper différentes. Et nous justement, du coup, on a des tests là-dessus, on a des trucs. Nous on a des fausses attaques de phishing régulièrement. On a justement de temps en temps, ils vont poser une clé USB dans l'open space pour voir comment les gens se comportent. Ils vont mettre en place plein de pièges comme ça pour nous éduquer, puis après tu as un compte rendu, ben voilà, tel tu t'es fait avoir, un tel t'es fait avoir et tout. Le bon comportement, lui, mais ça, c'est un business à développer dans les entreprises. Hein. Mais ça existe déjà, il y a déjà des femmes, il doit en avoir. Je sais pas, moi j'ai fait quelques grosses boîtes, j'ai jamais entendu ça. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Mais en fait, ça va se faire aussi progressivement parce que, on regarde typiquement ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a encore tu reviens 10 ans en arrière, c'était un truc de jeunes. Les plus de 40 ans, personne n'imaginait utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ma grand-mère, elle est sur Instagram, tu vois. Et c'est naturel pour elle. Et elle sait utiliser l'outil naturellement. Donc les jeunes générations, eux, grandissent avec une compréhension plus logique du wallet et donc ils vont y arriver plus facilement. Spontanément, oui. Voilà. Et il y a encore plus une dimension avec la blockchain et les cryptos qu'on a tendance à nous oublier
spécifiquement en France, je sais pas pourquoi on est comme ça, mais on a une vision qui est très franco-française, où on se dit en France ça marche comme ça, dans le monde entier ça fonctionne comme ça. Alors que non, il faut imaginer que nous, on a des réflexes par rapport au système financier traditionnel. Donc la finance fonctionne selon certains codes qu'on nous a appris et c'est comme ça. Mais en fait, tu as plein de gens dans le monde pour qui ce système-là, il n'existe pas. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, ce système-là n'existe pas. Donc eux, comme ils sont arrivés sur Internet directement sur le téléphone parce qu'ils n'avaient pas eu de PC avant, en fait, ils vont arriver sur les outils financiers directement par la blockchain. Donc eux, avoir un wallet, ils n'auront pas de biais en fait qui leur dira c'est pas normal. Ils vont directement apprendre ça et appréhender cette technologie. C'est ce qui s'est passé au Salvador. J'invite tout le monde à creuser cette histoire du Bitcoin adopté par le Salvador, où la moitié des Salvadoriens, donc 3 millions de personnes, n'ont pas de compte en banque. Et en fait, avec simplement l'accès à Bitcoin, ils ont installé un wallet sur leur téléphone et de facto ils ont un compte en banque puisqu'ils ont de l'argent électronique dessus. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en fait l'adoption est plus facile quand on n'a pas eu la culture du tiers de confiance. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Just Mining, pourquoi ça existe de cette manière-là? Parce que Owen et moi, quand on s'est lancé, Owen avait 19 ans, moi j'avais 20 ans, au moment où on s'est lancé, d'un point de vue purement cartésien, rationnel, c'était pas une bonne idée de se lancer. On n'avait pas suffisamment de visibilité sur l'écosystème, on n'avait pas suffisamment de compréhension de ce que ça impliquait pour y aller. Mais en fait, c'est cette inconscience et cette insouciance qui nous a dit ok, ça paraît, c'est une bonne idée, alors que peut-être ça allait arrêter nos études à ce moment-là pour ça. Sur le papier, c'était pas forcément. Peut-être que c'est chouette que tu nous expliques le départ. Oui, tu as arrêté tes études alors pour ça? Alors moi, je les ai pas vraiment arrêtés. Enfin, oui et non. Owen les a vraiment arrêtés. Donc Owen aujourd'hui n'est pas diplômé. Hein. Question, tu es de Metz? Je suis de Metz, de la région. Et tu peux nous expliquer ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Donc comment tu as rencontré Owen? En fait, moi j'ai toujours été un plutôt bon élève j'étais excellent nulle part, mais j'étais bon partout. Mais je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Je t'ai dit, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc une culture du travail assez naturelle. Pour moi, les 35 heures, c'est quelque chose qui a jamais existé dans ma compréhension du modèle. Donc voilà, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose qui m'intéressait. Gros bagage sportif, donc à un moment, je me disais aller dans le sport, mais bon, prof de PS, ça me mangeait pas plus que ça. J'étais pas suffisamment bon pour faire des carrières professionnelles, etc. Donc bon, je me suis dit, qu'est-ce qui existe d'autre? Et donc en fait, j'allais dans les cursus les plus généralistes possibles. Donc en sortant de mes études, j'ai fait ce qu'on appelle un DUT GEVA, donc gestion entreprise et administration, un truc qui est assez large, qui te fait découvrir la RH, le marketing, la comptabilité, enfin plein de choses très différentes. Et en fait, dans ce cursus-là, on a régulièrement des intervenants externes, et il y a un mec qui vient, qui était le gérant d'un incubateur de start-up. Et il parle de son truc, il explique un petit peu, et puis moi je vais le voir à la fin, je dis moi ça a l'air cool ça, est-ce que moi je sais pas trop quoi faire, donc j'aimerais bien bosser sur des trucs de consulting pour pouvoir bosser avec des boîtes différentes, des environnements différents, pas avoir de routine, etc. Et t'avais quel âge là? Là je devais avoir 19 ans. Ouais, donc 18, tu te cherches. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il me dit bah écoute, si tu veux venir à l'accumumateur une fois, tu viens. Je dis bah je peux venir quand? Il me dit bah si tu veux, moi on y est toute la semaine et tout. Je dis on peut venir les week-ends. Il me dit bah si tu veux venir le week-end. Et donc le samedi qui suivait, j'ai passé l'après-midi là-bas et j'ai rencontré des entrepreneurs, dont le frère d'Owen qui travaille sur de la reconnaissance vocale. J'ai vu des mecs qui faisaient de la 3D. À l'époque, on n'en voyait pas concrètement de la 3D. J'ai vu des mecs qui bossaient sur de l'extraction de data sur les réseaux sociaux pour dégager des indicateurs financiers. J'ai vu plein de trucs hyper exotiques que tu vois généralement qu'à la télé, que dans les films ou dans les trucs américains, etc. Et je me dis, ça existe en France, c'est incroyable. Et je dis, ça existe à Metz, mais c'est encore plus incroyable. Et, trop mignon. Et en plus, que des gars qui avaient entre 25 et 40 ans qui avaient ce mindset de vouloir vraiment changer les choses, de vouloir construire une super ambiance de travail, des bureaux un peu exotiques et tout. Je me dis, putain, il y a une énergie, c'est assez sympa. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de la tech par ce biais-là, l'univers startup, et je trouvais ça absolument fascinant. Et du coup, je suis retourné voir ce gars en lui disant, écoute, moi j'aimerais bien faire un stage, découvrir un petit peu le système environnement. Donc j'ai fait un stage avec lui, ça s'est super bien passé, beaucoup matché avec les entrepreneurs qui étaient là aussi. Et puis du coup, il me dit, bah écoute, tu fais quoi après? Je dis, bah écoute, je sais pas, je pense que je vais faire comme tous les autres, je vais aller à l'IUT sur un truc encore très généraliste pour pas me fermer porte. Et il me dit, mais si tu veux, plutôt que de faire ça te branche
t'arrange on trouve un truc un peu à la con en alternance ou quoi, et comme ça tu passes du temps ici et puis tu continues à te former à côté. Je dis écoute, pourquoi pas. Donc je fais une licence entrepreneuriat dans laquelle je travaille avec je suis dans une promo où on est une vingtaine. Et tous les gars qui sont autour de moi, c'est que des gars qui viennent pour monter une boîte. Je suis le seul qui vient pas pour monter de boîte, qui vient pour apprendre comment on forme des porteurs de projets. Et donc je me retrouve du coup aussi avec des mecs qui sont du monde traditionnel, parce que c'est des gars il y en avait un, il venait pour reprendre la boîte de BTP de son père, enfin des trucs hyper différents mais plus traditionnels. Et à côté de ça, je passe le reste de mon temps dans l'incubateur à apprendre avec ces entrepreneurs là. Je passe beaucoup de temps, je reste le soir, je viens les week-ends et tout parce que ça me passionne. Et vient un premier projet blockchain. Donc je me dis ok, ça au début très très compliqué de comprendre. Hein. Donc là on est début 2016. C'est le premier projet blockchain très très dur de le comprendre. Et puis à un moment donné vient un petit gars qui vient faire un stage chez Vivoca, du coup la boîte de William. Et ce petit gars en fait William c'est le frère de Owen. William c'est le frère de Owen. Et ce petit gars qui vient faire le stage chez Vivoca, c'est Owen. Qui vient du coup et qui a quel âge qui du coup a le même âge que moi je suis 96, il est 97, donc je sais plus, je viens en 2000, voilà. Et je vois on est de la même génération, donc on match assez naturellement, même si on a des caractères qui sont très différents. Moi je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, lui est beaucoup plus énergique. Et puis il commence déjà à parler un peu plus lui de Bitcoin, de crypto, mais avec un discours qui est accessible et qui est déjà compréhensible, contrairement aux autres projets que j'avais pu voir qui parlaient de ça, qui étaient des techs, qui parlaient où c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je me dis, ok, ça a l'air d'être un peu plus... puis Owen avait l'habitude d'évangéliser, il avait déjà lancé sa chaîne YouTube, Asher. Alors il venait à peine de la lancer. Il avait déjà la chaîne YouTube, mais à l'époque il parlait de business en ligne, donc paris sportif, il a commencé comme ça. Il avait besoin de parler, aux gens, Owen. Il avait besoin de créer du contenu, de discuter, pas pour la visibilité que ça engage, mais pour échanger, pour confronter son avis. Et pour décharger son énergie aussi. Ouais, peut-être c'est une façon aussi. De décharger son énergie. Peut-être aussi. Parce que nous, on est sortis du podcast, on était KO. Hein, il a enchaîné avec un deuxième juste après. Mais bon, il aime évangéliser, et donc ça t'a plu, et je comprends. Et donc, quand il tombe dans Bitcoin, il est comme un fou, donc il en parle à tout le monde, il parle que de ça à tout le monde. Et puis, du coup, je m'intéresse encore un peu plus au truc. Il a l'idée de Just Mining qui commence à mûrir, et en fait, quand il décide d'acter réellement Just Mining, il peut pas faire tout seul, donc il y a son frère qui lui donne un gros coup de main sur la partie tech, et puis il a besoin de s'engager, de s'entourer de gars de confiance qui sont motivés par le truc, et donc il fait monter de Corse son meilleur ami d'enfance qui est Laurent, qui est un de nos associés, et puis moi du coup on s'était rencontrés quelques mois avant, mais ça avait bien matché, et voilà, et ça se fait comme ça. C'est une belle histoire. Et alors il y a aussi la belle histoire de Owen qui raconte tout le temps que l'histoire de Just Mining, l'idée de Just Mining lui est venu sur un commentaire dans sa chaîne YouTube par un abonné qui a dit mais Owen, tu devrais faire ça, et il a dit ok, banco. C'est ça. En fait il a commencé à vulgariser la blockchain et les cryptos parce qu'on avait la frustration en fait d'avoir l'impression que personne n'en parle et que c'est très difficilement accessible. Il fallait aller sur des forums hyper compliqués pour parler. Tu parlais avec des techs, tu comprenais rien. C'était vraiment très très compliqué. Et donc il a commencé à en parler sur YouTube. Ça, alors au début, ses premières vidéos, quelques centaines et tout, mais je commençais déjà à voir des mecs qui arrivaient, et puis comme il véhicule une énergie ultra positive, ultra engageante, il y a des gars qui commencent à suivre, son contenu se consomme assez facilement et digeste. Et puis effectivement, il y a un mec, à un moment donné, il parle du minage, il explique un peu comment ça marche. Le problème, c'est que si tu veux faire du minage aujourd'hui, il faut que tu ailles sur des boîtes qui sont au Panama, en Ouzbékistan ou je ne sais où. Le truc hyper rassurant. Voilà. Et du coup, mettre sa carte bancaire là-bas, pas forcément très très chaud. Et puis il y a un gars qui dit et puis il dit c'est dommage qu'il n'y a pas une initiative française, européenne ou quoi qui monte un truc comme ça serait vraiment bien et tout. Puis un gars il dit pourquoi tu le fais pas toi, t'as l'air de connaître, t'as l'air de savoir faire, etc. Puis après je dis ouais c'est vrai. En fait il avait déjà l'idée de vouloir le faire, il savait pas trop la forme et il savait pas trop s'il y avait un marché ou quoi, et puis en fait de ça on a commencé à bosser l'idée, lui d'abord avec son frère dans son coin, avec le fameux gars de Saint Incubateur de Startup, et puis moi je suis arrivé dans la boucle assez vite. Moi ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait vous êtes des purs produits Web3 de par votre génération, donc c'est intelligence collaborative, curiosité, agilité,
c'est vraiment, je vous sens, et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti avec Owen aussi. Et toi, tu es plus réservé, mais c'est quand même le même truc. C'est curieux et cette envie quand même de changer le monde. Hein. De changer le monde, en fait. De construire. Tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs. Il y a de ça. Bah, puis après, quand tu mets de le construire. Ce que je disais tout à l'heure, quand tu mets en fait la main dedans et que tu vois tout ce qu'il y a derrière, quand tu commences à comprendre, quand tu vois comment ça marche, tu te dis mais waouh, c'est fou en fait. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui viennent du Web 2 ? Parce qu'en fait, le rôle du podcast NFT Business, c'est de prendre la main à tous les gens qui vont devoir prendre des décisions dans le Web 2 pour passer dans le Web 3. Et donc nous, on est en fait le bridge entre ça pour les rassurer, leur expliquer, les aider à conscientiser des opportunités et des enjeux, comme je le disais. Mais toi qui es un pur produit Web 3, tu leur dirais quoi ? Bah déjà, la première chose, c'est qu'il faut les rassurer. Effectivement, ça va bien se passer. Il n'y a pas besoin de stresser ou de paniquer. C'est en train de changer, mais finalement, le monde est constamment en train de changer en fait, donc là c'est peut-être une révolution qui est un petit peu plus violente que celle qu'on a connue les dernières années. Certains parlent de quelque chose qui aura un impact potentiellement similaire à celui d'Internet sur la société. Moi c'est la conviction que j'en ai, mais en tout cas ça va bien se passer. Il va falloir accompagner ça. Ne pas hésiter à se renseigner. Alors se renseigner, ça ne veut pas dire forcément passer 12 heures par jour pour être parfaitement à jour. Vous ne comprendrez pas tout et ça ne sert à rien de vouloir tout comprendre, mais essayer de s'y intéresser, d'être un petit peu curieux, et surtout ne pas être réfractaire ou ne pas se dire ça c'est pas possible. Parce que il y a des gens qui, je me rappelle vraiment, la première conférence qu'on faisait sur Bitcoin, sur les cryptos, du rire de certaines personnes ou du sarcasme, du sarcasme de certaines personnes qui étaient vraiment malveillants et en fait si tu fais comme ça, effectivement tu bouges jamais. Et c'est dommage parce que là on est vraiment au début, donc il y a, pour ceux qui sont un peu curieux, qui savent pas trop où ils doivent aller, il y a vraiment possibilité encore de trouver une place dans cet écosystème-là qui est intéressante. Et aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans cet écosystème-là, c'est généralement des personnes qui sont bienveillantes. C'est un écosystème qui est hyper ouvert, qui vous fermera pas la porte et qui a des codes qui sont vraiment très différents de ce que tu peux trouver dans le monde traditionnel. Donc voilà. Ouais, il y a une communauté Web3 et on peut dire que 2022 c'est l'année idéale pour s'y mettre. Ne croyez pas que vous êtes en retard, au contraire. Mais en fait, on est early. Exactement. On en parle de plus en plus. C'est encore, c'est sûr que c'est moins bien qu'il y a 3 ans, mais c'est mieux que dans 3 ans. Donc c'est jamais trop tard en fait. Tu peux venir très tard sur le marché. C'est pas un problème ça. Thibaut, moi j'ai encore une question pour. On arrive à la fin là, mais est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises qui à moyen terme ne seront pas impactées par cette révolution technologique C'est difficile à dire. Il y en a certainement où ça prendra plus de temps que d'autres parce qu'on va avoir des usages qui vont se faire au fil du temps, mais d'une manière ou d'une autre, la blockchain aujourd'hui trouve quand même des applications dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des trucs très financiers, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde de l'art, c'est aussi ce qu'on voit beaucoup, c'est les choses qui sont médiatisées, c'est les choses dont on parle, mais tu as aussi ce volet traçabilité. La traçabilité, ça engage des choses dans ce qu'on appelle la supply chain, donc dans les circuits de distribution, etc. Donc dans tous les secteurs d'activité, tu peux trouver des choses, et en fait ça va être en fait, il ne faut pas le voir comme un changement technologique, parce que c'est plus qu'un changement technologique, c'est vraiment un changement sociétal. Et il faut se dire, le meilleur moyen de le voir, c'est de regarder comment se comportent aujourd'hui les gamins qui ont 10-15 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je t'interromps, mais tu sais que vous avez quoi ? Tu as 26, ouais. Owen il a 24. J'ai expliqué l'autre jour que j'étais à la Sorbonne, et donc on a posé la question de savoir qui avait un wallet, donc c'était des universitaires, qui a un wallet, plus de 50% ont levé la main, et en fait en tant que marque c'est exactement ce que tu dis. Analysez votre cible, c'est qui votre cible ? Si c'est les gens comme toi, ils ont intérêt à signer. Ouais, c'est ça, et encore, parce que ceux qui sont vraiment à cet âge-là, c'est presque plus compliqué pour eux, parce que
Nous qui sommes arrivés plus tôt, on a évolué avec l'écosystème, donc tu pouvais monter en compétences progressivement. Eux, ils arrivent à un moment donné où il n'y a pas de formation pour les éduquer. Il y a un écosystème qui va à 2000 à l'heure, qui est hyper large et donc hyper difficile de comprendre tout. Par contre, ceux qui viennent de la génération d'avant, là, ceux qui ont aujourd'hui entre 10 et 15 ans, eux grandissent avec ces codes-là. Ils entendent déjà parler de ces mots-là sans forcément comprendre c'est quoi, mais en tout cas, il y a des choses qui leur font déjà comprendre. Ils jouent à Fortnite toute la journée. Fortnite, ils ont des V-Bucks, donc ils ont un espèce de wallet avec des actifs qui sont des digitaux skins, et des choses comme ça. Donc ce modèle-là est tout à fait naturel pour eux. Et ces gens-là sont ceux qui seront actifs dans le monde de demain. Donc pour eux, ce sera beaucoup plus facile. Ouais, bon, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai encore une centaine de questions pour toi, mais en tout cas, c'est bon signe. Ça veut dire que c'était bien. C'était super. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et on va diffuser largement cet épisode parce que tu mets les points sur les i concernant la régulation, la possibilité pour les entreprises, l'environnement. Cet épisode est très riche. Je te remercie beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup. Et je trouve que malgré ton jeune âge par rapport à nous, je trouve que tu as un discours qui est très rassurant, très cadré, très rassurant, tout en étant avec toutes les qualités du Web 3. Donc, je trouve qu'en tout cas, moi, nous sommes une entreprise d'ailleurs, on va venir chez Just Mining. Oui, justement, on peut vous trouver facilement Just Mining. C'est très simple à trouver et vous serez extrêmement bien reçus. Merci encore Thibaut, merci de nous avoir écoutés. Donc sur le podcast, comme je dis souvent, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles. 5, pas moins. Pas moins que 5 étoiles. Ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Et un avis, parce que franchement, c'est important ça, les gens consomment beaucoup le contenu sans réagir, c'est important pour vous, c'est pas grand chose, un petit like, des étoiles ou quoi, ils se rendent pas compte de ce que ça fait derrière, donc prenez le temps de le faire, ça prend 2 secondes. Et je dois dire que moi je suis pleine de culpabilité d'avoir consommé autant de contenu sans avoir mis d'étoiles, donc maintenant je mets des étoiles à tout le monde. Moi je suis pareil que toi là-dessus maintenant. Merci Thibaut. Merci. Et aussi si vous voulez recevoir nos dernières actus et le podcast avec le petit commentaire et des anecdotes croustillantes de l'enregistrement, n'hésitez pas à cliquer sur le call to action pour recevoir la newsletter sur notre site nftbusiness.tech. J'hésitais là. Merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine.